Salam alaikum, Azoul, bonsoir. Lorsque le président Bouteflika s'adresse à Lakhdar Brahimi ou au président français, il le fait de vive voix et de façon très volubile. À Brahimi, et de l'aveu même de celui-ci, il lui rafraîchit la mémoire à chaque fois qu'ils se rencontrent. Et il lui rappelle de vieilles anecdotes que Brahimi avait tout à fait oubliées, nous dit-il. Brahimi nous en parle pour nous dire que le président Bouteflika a une meilleure mémoire que lui et que donc il a une bonne mémoire, qu'il est très loquace, qu'il est très au fait de toutes les affaires de l'État. CQFD. À M. Macron, il parle au téléphone pendant des heures de questions très graves de la sécurité régionale, des rapports économiques entre les deux pays, des perspectives de toutes sortes. Et ce n'est pas seulement les services de la présidence algérienne qui nous le disent, puisque l'Élysée nous a confirmé, et même dans le détail, que cet entretien téléphonique a bel et bien eu lieu. Avant le président Macron, le président Hollande s'était déplacé en personne à Alger pour une visite éclair, juste pour nous dire ceci. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité. Et donc, Hollande ne s'est déplacé à Alger que pour nous dire ça. Et d'autres choses aussi. Que non seulement Bouteflika lui a parlé pendant de longues heures, mais qu'en plus, Bouteflika était pétillant de présence. Pourtant, quand il est question de s'adresser aux Algériens, Bouteflika ne sait plus parler ou ne veut plus parler. On ne sait pas. Il envoie Taïeb Leh parler en son nom, ou alors il écrit des lettres aux Algériens. Pourquoi le et seulement le? Il n'y a que Rabbi qui le sait, pour reprendre le très grand, le très charmant, le très charismatique chef suprême du FLN, j'ai nommé Ould Abbas. Donc, pour le seul mois de mars, deux messages de Bouteflika ont donc été récemment lus en son nom par le ministre de la Justice. Taïeb Leh, à l'occasion de la célébration de la fête de la victoire, 19 mars, à Naama, et un autre à l'occasion de la journée nationale de l'avocat, le 23 mars, à Alger. Et une lettre signée Bouteflika a été publiée par la presse, celle du 8 mars, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme. Le point commun de tous ces messages de mars, discours lus par Leh interposé ou lettres signées par Abdelaziz Bouteflika, et qu'ils se distinguent tous par une langue de bois qu'on croyait révolue à jamais. Cette bonne vieille langue pure kerouche des années 70, épaisse, impénétrable, traversée de victoires épiques, habitée de combattants héroïques, hantée de martyrs séraphiques, fourmillant de vertus superciviques. Écoutez ces deux petits passages. Je cite M. Bouteflika. J'exhorte tous les enfants de ma patrie à suivre l'exemple de nos glorieux chouhada et de nos vaillants moujahidines et à méditer les différents événements que l'Algérie a surmontés avec succès depuis le recouvrement de notre indépendance et de notre souveraineté nationale. Fin de citation. Ou cet autre, je cite, « Mesdames, la femme algérienne est en droit aujourd'hui de s'enorgueillir de ses acquis, des réalisations et des progrès qu'elle a accomplis et qui ont renforcé sa place et forcé l'admiration dans son environnement local et régional. » Fin de citation. Sinon, l'essentiel dans ces messages qui sont prêtés au président Bouteflika est qu'ils reconnaissent la gravité de la crise.
et qu'il appréhende de façon particulièrement alarmante le spectre de la grande abstention pour les élections présidentielles qui s'annoncent déjà comme la seule issue possible à un scénario qui est en train de se conclure sans les Algériens. Aujourd'hui, HuffPost, le président Bouteflika appelle les Algériens à une course au pouvoir par APS. Liberté. Il évoque de nouveau les risques et périls qui planent sur nos frontières. Bouteflika appelle à préserver la cohésion sociale par Djellali Ben Ayoub. Le Point. Ali Haddad. L'Algérie est prête à mobiliser toutes ses forces vives par Malik Diawara. Bouteflika entre guillemets, Bouteflika reconnaît enfin la gravité de la crise. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, alors par ordre alphabétique, Ali Benouari, ex-ministre président de Nida Al-Watan, Saïd Aknin, militant des droits de l'homme, Ali Benouari, ex-ministre président de Nida Al-Watan, Soufiane Djellali, président de Gil Jadid. Merci à vous trois d'être des nôtres. Ali Benouari, merci donc d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'inviter une nouvelle fois. Merci. Alors donc voilà, nous en sommes toujours dans les lettres et les discours par personne interposée, notamment par Louh. D'abord, pourquoi toujours Taïeb Louh qui lit les discours du président? Pourquoi seulement lui, Ali Benouari? Peut-être qu'il est plus proche de la famille, du clan. Je vous laisse choisir, mais c'est un détail. Un détail, mais je pose la question parce qu'il est de plus en plus question, dans certaines rumeurs de salon, de débarquer Ahmed Yahya et de mettre à sa place Taïeb Louh, justement. Oui, après avoir usé Yahya, oui. Si tant est qu'il n'est pas encore usé, mais enfin, il est usé jusqu'à la moelle, mais peut-être qu'il peut encore servir. Jusqu'au moment où on décidera de le jeter comme une serviette sale. Et là, le candidat, le nouveau Premier ministre apparaîtra pour préparer la réélection de Bouteflika. Alors, donc, après les lettres, maintenant, ce sont les discours qu'on demande à M. Taïeb Louh de lire à la place du président. Je pose encore la question, et je la poserai 1000 fois encore s'il le faudra. Pourquoi M. Bouteflika parle-t-il à Macron, à Hollande, à Brahimi et ne parle-t-il pas aux Algériens et qu'il préfère déléguer Taïeb Louh pour le faire à sa place? Personnellement, je n'ai qu'une explication. Il méprise le peuple. Il ne voue que mépris au peuple algérien. Question, sommes-nous méprisables à ce point? Mais donc, d'après vous, le problème aujourd'hui n'est plus dans l'incapacité de Bouteflika à parler, ça veut dire qu'il parle réellement à Hollande et à Macron et à Brahimi, mais qu'il refuse de parler aux Algériens parce qu'il les mépriserait. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, c'est ce que je pense. Très bien. Alors, d'abord, Soufiane Djellali pour un petit tour de micro. Soufiane Djellali, merci d'être avec nous. C'est moi, avec plaisir, c'est Bechenouf. Merci. Alors, il faut dire une chose, c'est que en fait, Bouteflika, à qui on prête ses discours, ses lettres, il avait déjà reconnu la gravité de la crise en 2015. Et je vous cite juste un article de Liberté. En 2015, octobre 2015, Bouteflika reconnaît la gravité de la crise et il demande au gouvernement de dire la vérité aux Algériens. Et ce n'est que bien plus tard que M. Yahya est venu reconnaître qu'il n'y avait même pas de quoi payer les salaires des gens, qu'il fallait faire des coupes sombres dans la liste des importations, etc. Et aujourd'hui, c'est à croire qu'ils sont en train de sonner le tocsin. Ils sont en train presque de prévenir une explosion de violence, de demander aux Algériens de faire attention, de ne pas se laisser entraîner, de participer à la politique, de faire confiance au régime. Qu'est-ce qui se passe, Soufiane Djellali? Ils ont peur à ce point?
Je pense que les clignotants sont complètement au rouge. Tout le monde sait la situation financière et économique du pays et le pouvoir ne peut plus cacher la vérité puisque la vérité est vécue par les Algériens. Les Algériens, quotidiennement, à partir de, pour certains, 5 heures ou 6 heures du matin, ils commencent à faire la queue pour aller acheter le lait sur des dizaines, pour ne pas dire des centaines de mètres. Et puis après, c'est toute la série dans la journée, les coûts prohibitifs du marché, autant les légumes que les fruits, ne parlons pas de viande. Et si vous entrez dans une épicerie, vous laissez votre SMIC. Donc la situation est devenue tellement compliquée et évidente qu'il serait vraiment malvenu maintenant qu'une voix officielle essaye de dire toujours la même chanson, que tout va bien. Eh bien, Mais d'un autre côté, oui. oui, je vous en prie. Oui, oui, je voulais vous demander, quand le président Bouteflika, le titre, je l'ai mis entre guillemets, hein, c'est clair. Quand le président Bouteflika appelle les Algériens à une course au pouvoir, comme ils disent, quand il leur demande de s'impliquer dans la vie politique, de rentrer dans les partis, de voter, de se préparer à des élections, est-ce que c'est par crainte de ce spectre de la grande abstention qui se profile déjà pour les présidentielles? Je pense que le pouvoir a pris conscience que les Algériens maintenant ne veulent plus rentrer dans le jeu macabre qu'il a déjà préparé. D'ailleurs, même les lièvres potentiels pour les élections présidentielles se font très discrets, ne veulent pas s'annoncer, essayent de préparer un peu le climat. Et je pense que ça rentre dans cette optique, c'est-à-dire que le président de la République, ou en tout cas la lettre qui lui est imputée, invite en quelque sorte les candidats à se préparer, à se manifester pour en fait essayer d'animer un peu la scène politique qui est pour le moins anémiée. Mais tout le monde sait qu'en même temps que le président de la République, tant qu'il a un souffle de vie, ne lâchera pas le trône ni les gens autour de lui. Mais comme en 2012, il avait promis de s'en aller par une parabole en disant Tab Jinanna, autant il a répété l'affaire à plusieurs reprises pour qu'au dernier moment, au moment fatidique, il dira le monde entier me supplie à genoux, le peuple me veut et moi je me sacrifie et donc je reste à la tête du pays. Restez Donc avec voilà, un nous. scénario qui se prépare à l'avance. Mais juste une remarque, si vous le permettez, Oui. concernant sa capacité à parler. En 2014 ou 2015, si mes souvenirs sont bons, le sieur Belkhadem avait dit dans une conférence que si le président de la République ne parlait pas, c'est parce que le son partait et revenait. Comme si c'était une vieille radio qui grisaille et qui ne capte pas toujours les ondes. Ça part et ça revient. En plus, si vous avez remarqué, même le micro qu'il lui avait mis pour amplifier les quelques sons qu'il émettait n'est plus là. Autrement dit, le président réellement ne parle plus du tout. Et la preuve, vous l'aviez démontré aussi par les images, lors du dernier Conseil des ministres, à l'évidence, tout était trafiqué. Les images qui montraient les ministres, à part, ce sont des ministres qui se regardaient les uns les autres et ne regardaient pas en direction du président de la République tel que l'usage. Et lorsqu'ils avaient inséré les images du président de la République, il était évident que c'était un montage avec des images prises à différentes périodes, puisqu'il y avait le décor changeant au fur et à mesure. Donc voilà, le président de la République n'est à l'évidence plus du tout présentable, ne peut pas parler. Le reste, ce sont des mensonges. C'est des mensonges qu'on peut qualifier d'État si vous voulez, mais ce sont de grossiers mensonges qui sont faits au peuple algérien. Et je reviendrai vers vous tout à l'heure, M. Gileli, dans cette optique, pour nous parler de la complicité de ces ministres. Tous, il n'y en a pas un seul qui s'est rebiffé, mais pas seulement, aussi de personnalités étrangères. Vous essayerez de nous expliquer un peu le pourquoi du comment de cette abracadabrante situation. Saïd Akinin, au même moment où... D'abord, merci d'être avec nous. Saïd, au même moment où
Bouteflika, entre guillemets, donc écrit et fait dire des discours par d'autres, dans le même moment où il parle à Macron, après avoir parlé à Hollande, après avoir parlé à Brahimi, où il nous annonce de vraies sombres perspectives. Hein. Là, maintenant, ils sont dans l'alarme. Ils sont en train de... Bon, c'est enjolivé de langue de bois, Chouhada, Moujahidine, les femmes glorieuses, ceci, cela, mais à l'intérieur, le message est clair. La situation est très grave, elle est gravissime. Il faut serrer les rangs, il faut se préparer à l'orage. Mais dans le même moment, Ali Haddad, dans une interview accordée au Point, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien, on l'a cité maintenant dans le top 3. L'Algérie est prête à mobiliser toutes ses forces vives. C'est un langage de chef d'État, là, hein, ce n'est pas... Alors, il dit, l'Algérie est prête. Ça veut dire qu'elle attend un coup de sifflet. Est-ce le sien qu'elle attend, le coup de sifflet de M. Haddad? D'abord, moi, la question que je pose, et avant, je reviendrai pour faire une précision de taille. Oui. C'est qui Haddad? C'est qui Haddad pour parler au nom de toute l'Algérie qui est... C'est le président du FCE, c'est le président de tout le patronat. Ça a un peu précipité mon intervention. D'abord, je salue les téléspectateurs et je vous remercie pour l'invitation. Merci. Ainsi que je salue aussi nos honorables invités, M. Bounouari et M. Djideli Sofiane. Il y a une chose qui m'intrigue, allant jusqu'à me poser un certain nombre de questions sur à la fois soit le génie, soit le charlatanisme, soit le cannibalisme humain, avec lequel M. Saïd Bouteflika, et là je lui tire chapeau, pour l'une de ces trois qualités, avoir convaincu l'opposition, les journalistes, une partie du peuple, l'opinion nationale, l'opinion internationale, que Bouteflika écrit, que Bouteflika peut rappeler à l'ordre des enseignants, que Bouteflika peut rappeler je ne sais pas quoi, pour quelle raison et pour quelle... Là, une précision de taille. Bouteflika n'écrit plus. Bouteflika ne s'adresse plus au peuple. Bouteflika n'arrive plus Mais c'est vrai, à parler. vous avez Ça, raison, c'est un Saïd, mensonge. vous avez raison de saluer Saïd Bouteflika qui a réussi, parce que nous disons tous aujourd'hui, moi j'ai mis les guillemets, hein, mais la plupart du temps, les gens disent Bouteflika a écrit, Bouteflika a dit, Bouteflika... Et même notre ami Ali Benouari, il est en train de nous dire Bouteflika parle, mais seulement il refuse de parler aux Algériens, parce qu'il les méprise. Ce qui peut être possible à partir du moment où M. Macron nous dit non, il m'a parlé au téléphone. M. Bounouari aura le temps tout à l'heure de dire ce qu'il pense réellement, parce que quand il dit il méprise le peuple, je pense qu'avant de mépriser le peuple, il se méprise lui-même. Du moins ceux qui l'ont pris en otage. Oui. Parce que avoir justement ce sang-froid, cette inhumanité à transformer une personne âgée, grabataire, à mobilité réduite, un objet de préservation de pouvoir, d'une façon directe ou indirecte, c'est ce qu'on appelle du cannibalisme clanique. Il faut vraiment ce qu'on appelle une prise d'otage. Ça pourrait appeler une prise d'otage. Maintenant, effectivement, dans un certain nombre de messages, on essaye de mobiliser les pulsions, on essaye de manipuler l'opinion, on essaye en fait d'apporter des rustines de langage à une réalité qui est complètement désastreuse. On n'a pas pensé à l'unité nationale quand il y avait les 1000 milliards. On n'avait pas pensé à la cohésion nationale quand il fallait bafouer la légitimité populaire et quand il fallait s'accaparer du pouvoir pour pouvoir se maintenir et, par conséquent, redistribuer les richesses et faire naître justement des oligarques Taïwan, dont celui que nous avons, ou ceux qui se considèrent comme des oligarques, comme celui que nous avons... Et justement, puisque vous y arrivez tout naturellement, Ali Haddad, quand il dit l'Algérie est prête à mobiliser toutes ses forces vives. Mais c'est un discours de chef d'État. Écoute, ce n'est pas un discours d'entrepreneur. D'un côté, on appelle le gouvernement à dire les vérités. Et dans ces vérités, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aujourd'hui, le pays a atteint l'abîme. Il y a une impasse généralisée. Pourquoi, quand c'est nous qui le disions,
on nous accusait de tous les noms. Oui, la Main main étrangère, oui. main intérieure, l'ennemi de toutes sortes, l'ennemi intergalaxial, et ainsi de suite. Et maintenant, De noircir le tableau. de noircir le tableau. Tous les qualificatifs, ils ont été utilisés pour nous stigmatiser et stigmatiser ce que nous on disait. Et pourtant, c'est une vérité. Et pourtant, aujourd'hui, ça n'a pas changé. 30% de jeunes chômeurs, ils resteront les 30%, ou sinon, le taux va augmenter. Les 7 millions d'universitaires qui sont au chômage vont augmenter. Les 5 millions de retraités qui vivent la précarité vont augmenter. Les 13 millions de travailleurs qui vivent la précarité vont augmenter. Et pire encore, 95% d'Algériens aujourd'hui sont candidats à la pauvreté et à la misère. Et ça, aujourd'hui, ils vont le dire pourquoi. Parce qu'ils ont vu, aujourd'hui, il y a une structuration de la société. Ils ont vu avec le mouvement des enseignants, ils ont vu avec le mouvement des médecins résidents. Ils ont peur à ce que la société s'organise d'une façon pacifique pour qu'elle recouvre sa souveraineté, pour que la légitimité redevienne au peuple et pour que les choses changent et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec la dilapidation des richesses du peuple. Et je reviens à vous dans un moment, Saïda Knin. Ali Benouari, je vous repose la même question que j'ai posée à Saïda Knin. Quand Ali Haddad, moi, ça m'a vraiment interpellé. Ça a paru dans un journal français. Ali Haddad, l'Algérie est prête à mobiliser toutes ses forces vives. Ça veut dire d'abord, ça ressemble un peu à une veillée d'armes. Et puis surtout, ça vient en même temps que tout le reste du gouvernement est en train d'annoncer une catastrophe imminente. Ce mystère s'éclaircit si vous considérez que ce n'est pas Ali Haddad qui a répondu par écrit à l'interview. Il n'a pas été interviewé verbalement, on lui a envoyé les questions, il a répondu, et ce n'est pas lui qui a répondu, c'est quelqu'un d'autre. Et on peut supposer même que c'est Saïd Bouteflika qui a écrit les réponses. Le FCE n'étant qu'un vecteur de propagation de la propagande, si je puis dire, du régime. Mais enfin, quel que soit l'auteur des propos qui sont prêtés à Haddad, on peut décortiquer cela et, comme vient de le faire Saïda Knin, on peut voir que tout ce qui est dit est faux. Tout est faux. Sur la croissance, il se réjouit du retour de la croissance, il cite la Banque mondiale, etc. Le malheureux se réjouir de la baisse du pétrole en sachant, alors que 75% des recettes budgétaires viennent du pétrole et du gaz, 50% de la richesse produite annuellement. Vous pouvez imaginer ce qu'il adviendrait si le prix du pétrole baissait de 30 ou 40%. La planche à billets chaufferait tellement qu'il faudrait songer à renouveler les équipements ou à augmenter le nombre de machines avec les conséquences sur l'inflation, le chômage, la misère, etc. Donc, premier mensonge. Deuxième mensonge sur les indicateurs à même d'augmenter les investissements. De quels indicateurs il parle? Il parle du climat des affaires. A-t-il changé? La bureaucratie n'est-elle pas toujours là et les passe-droits qui vont avec? La corruption à tous les niveaux? La règle des 51-49 qui bloque l'investissement étranger et qui ne profite qu'aux oligarques, puisque n'importe quel investisseur étranger qui voudrait venir investir en Algérie ne trouve comme partenaire pour les 51% que les gens du FCE. Voilà le mystère du 51-49. Et puis quand il dit que on a 400 entreprises françaises pour souligner que l'investissement étranger est là, etc. Faux. Il n'y a que 180 entreprises, selon moi, françaises en Algérie, soit 4 fois moins qu'au Maroc, où il y a plus de 800 entreprises qui ont investi à un montant de près de 10 milliards d'euros. 4 fois moins en Algérie d'entreprises et un investissement de 4 fois moindre, et encore ces investissements sont-ils concentrés surtout sur les hydrocarbures. Les gisements d'opportunités qu'il souligne sont c'est une mauvaise plaisanterie. Il souligne justement tout ce que l'État aurait dû faire et qu'il n'a pas fait. Les énergies renouvelables, ils n'ont pas honte de parler de 22 000 mégawatts à l'horizon 2030. Aucun pays n'est capable, je parle des pays émergents, n'est capable de tenir ce pari. Pas 10 mégawatts n'ont été réalisés. Et puis, avec les 51-49,
La plaisanterie va jusqu'à nous laisser croire que des étrangers vont venir investir en tant que minoritaires dans les énergies renouvelables. C'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à sortir leurs 2000 mégawatts. Et puis, il faut que les Algériens sachent de quoi on parle. C'est pas tout d'investir dans les énergies renouvelables, ça a un coût. Et quand on parle de 22 000 mégawatts, pourquoi pas 1 million de mégawatts? Eh bien, voilà l'occasion de dire aux Algériens que 22 000 mégawatts vont coûter 50 milliards de dollars à l'État pendant 20 ans. Et si on considère que les membres du FCE vont prendre 51%, eh bien, l'État va leur donner 25 milliards de dollars sur 20 ans, qui est en gros la durée moyenne d'un amortissement dans les énergies renouvelables. Je parle des énergies solaires en particulier. Et les réformes de structure, pour finir, c'est-il au moins l'auteur des réponses au questionnaire de Dupont? Qu'est-ce que ça signifie? Il ne sait pas ce que c'est que des réformes de structure, sinon il n'en aurait pas parlé. Parce que les réformes de structure, c'est tout l'environnement juridique, financier, avec des bourses et des mécanismes et des instruments qui fonctionnent. Il n'y a qu'à voir chez nos voisins. Les réformes de structure, c'est la lutte contre la bureaucratie. C'est plein de choses. C'est les réformes de la fiscalité, de la monnaie. C'est les réformes de la justice. C'est la formation professionnelle à laquelle on ne consacre que 1% du budget de l'État. On a un exemple à Genève, au passage, c'est 34%. Voilà la formation à Genève. 1% en Algérie. Et je préfère m'en arrêter là, mais c'est juste pour dégonfler un peu l'impression que peut laisser, l'impression qu'on peut avoir que c'est Ali Haddad qui a fait cette interview. Pas du tout. Et c'est un article payant, c'est de la publicité. Mais justement, Ali Benouari, avec cette courte mais néanmoins brillante démonstration que vous venez de faire sur la faillite réelle de ce système et de ce qui l'attend, quand on envisage cet aspect des choses, quand on envisage les échéances très proches des présidentielles et un régime qui ne sait plus où donner de la tête, qui n'arrive même pas à se décider qui va envoyer au charbon, qui va désigner s'il va aller au 5e mandat ou non, dans une conjoncture exogène particulièrement défavorable, nous allons aller où, Ali Benouari, dans tout ça? Le régime navigue à vue. Lui-même, probablement, ne sait pas, mais il est rusé. Il est rusé et il va appliquer la recette qui lui a réussi depuis 1999, et même plus loin si on remonte plus loin. Il va cacher son jeu jusqu'au dernier moment en observant ce que va faire Sofiane Gilali, Ali Benflis et d'autres, et il ajustera le délai d'annonce de la candidature en conséquence, et il va même, les 30 ou 40 candidats fantoches, prêts à faire semblant d'être candidats, qui vont remplir leur dossier. Autrement dit, s'il n'y a aucun candidat sérieux de l'opposition, ils vont nous sortir 10 ou 15 candidats bidons pour dire qu'il y a du pluralisme. Et si des candidats sérieux de l'opposition se présentent, il va cacher encore son jeu pour leur donner de l'espoir jusqu'au dernier moment, comme disait Sofiane Gilali, que je salue au passage, ainsi que Saïd Akni. Et donc, il nous a habitués à ça, ils vont cacher leur jeu jusqu'au dernier moment, histoire de dévoiler, de faire que l'opposition dévoile son jeu, etc. S'il était sincère, il déclarait tout de suite s'il va être candidat ou non. Ce n'est pas trop tôt. S'il était sincère, il engagerait tout de suite un dialogue avec l'opposition autour de la seule condition que celle-ci exige, c'est-à-dire la mise en place d'une instance indépendante chargée des élections. Rien que ça est de nature à redonner de l'espoir. Mais Ali Benouari, je me permets de vous interrompre. Est-ce que ce régime, qui ne sait fonctionner qu'au fric, et qui n'a plus les moyens de ses méthodes d'anesthésie générale et de corruption de masse, est-ce qu'il a toujours les moyens de ses méthodes? Il a tous les moyens. Il a tous les moyens parce qu'il a la force publique, il a l'argent du pays, de l'État, sert, nourrit principalement cette force publique. La matraque sévira s'il le faut.
Et ceci va durer jusqu'à ce que, ou tant que le peuple ne réagit pas. Voilà. Restez avec nous, Ali Benouari, je reviens à vous dans un moment. Soufiane Gidali, nous parlions tout à l'heure de ces ministres qui assistent au Conseil des ministres, présidé, nous dit-on, par Monsieur le Président de la République, et qui tous, très vraisemblablement, savent les dessous de ces montages vidéo. Ils savent que le président ne préside pas, que les équipes qui sont là devant leurs propres yeux en train de faire des simagrées, et ils sont tous complices. Il n'y en a pas eu un seul qui a démissionné, un seul qui s'est révolté, qui s'est rebiffé, qui a dit « je ne peux pas participer à cette forfaiture ». Et pas seulement les ministres, mais aussi tous ceux qui ont accès à cette triste réalité, y compris des personnalités internationales comme M. Brahimi, y compris des personnalités internationales, des chefs d'État étrangers. Comment expliquez-vous cette complicité quasi générale? Je crois qu'il faut séparer le cas des nationaux et le cas des étrangers. Dans le cas des nationaux, il est évident que depuis maintenant des années, le système avait mis en place une forme de sélection qui fait que ceux qui sont adoubés pour arriver au niveau de ministre, ce sont des hommes qui, disons-le, n'ont plus tellement de sentiments, ni de dignité, ni d'honneur. Et ils ont perdu toute relation, tout scrupule avec le pays. Et pour leurs intérêts personnels, ils sont prêts à assumer toutes les extravagances du pouvoir pour peu qu'ils restent. Il faut les voir, ces messieurs-là, lorsque devant leur chef, ils tremblotent et à peine s'ils ne se mettent pas à genoux pour embrasser les souliers. D'ailleurs, ils ne sont pas très loin. Nous les avions vus autour d'un portrait se prosterner pratiquement et accourir pour toucher le portrait. Nous sommes en plein délire. Je ne sais pas ce qu'il faut appeler ça, c'est du paganisme. Je l'avais dit en 2013 déjà qu'on était en pleine wathania ou paganisme. C'est la preuve par l'image aujourd'hui. Il y a une classe, entre guillemets, politique qui a été sélectionnée sur la base de sa docilité, de sa servilité et sur la base de son manque absolu de dignité. Voilà, c'est terrible de le dire. S'il y a des ministres qui m'entendent, il faut qu'ils comprennent et qu'ils se regardent dans le miroir et qu'ils s'expliquent demain face à leurs enfants et face à leur entourage. Mais imaginez un instant si une caméra pouvait s'introduire aujourd'hui dans l'intimité de M. Bouteflika, ben je vous assure que les Algériens seraient écœurés jusqu'à la fin de leur vie. Ben, pour tout vous dire, Soufiane Gidali, très franchement, moi, il y a une personne qui m'a rapporté que pour prendre 30 secondes de ces images de Bouteflika que nous voyons à la télévision, il tourne pendant des heures, parfois jusqu'à ce que le président se mette à pleurer de douleur. Je répète ce que je dis. Il tourne jusqu'à ce qu'il tombe, à ce qu'il s'évanouisse et à ce qu'il se mette à pleurer comme un enfant pour obtenir 30 secondes d'image. C'est dire. Mais sinon, Soufiane Gidali, au sujet de M. Haddad, qui donc déclare, dans le même temps que c'est la sonnette d'alarme qui retentit un peu partout, où on s'apprête à nous dire, nous dit-on, la vérité pour nous appeler à résister tous ensemble, à serrer la ceinture tous ensemble, à accepter des sacrifices, etc. M. Ali Haddad déclare, Ali Benouari nous dit, bon, on lui a remis une interview écrite par avance qu'il a juste signée, l'Algérie est prête à mobiliser toutes ses forces vives. Ça veut dire, il dit, elle est prête. Au moment où les autres disent, on est dans la catastrophe, lui, il dit, non, non, mes troupes sont prêtes, elles attendent juste que je donne un coup de sifflet. Vous ne trouvez pas ça très prétentieux? Écoutez, il doit y avoir amassé quelques centaines de millions de dollars ou peut-être un milliard de dollars qui seront injectés dès que le coup de sifflet sera donné. Mais quant à ce monsieur qui parle, qui fait une interview, je n'ai vraiment pas de commentaire à son sujet. Vous savez, on ne va pas commenter les instruments, on commente ceux qui les commandent.
Je ne sais si c'est M. Saïd Bouteflika ou quelqu'un d'autre, mais ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que ce pouvoir-là n'a plus aucun porte-parole. Le président ne parle pas, il n'y a pas de porte-parole de la présidence. Le Premier ministre ne parle plus, apparemment il a été interdit de parole. Il n'y a pas de porte-parole non plus du gouvernement. Donc voilà un pouvoir décapité, mais qui n'existe plus que dans le virtuel. Quant à M. Haddad, qui est président du FCE, parce qu'il a été désigné grâce aux prébendes, je crois que ce n'est que un rapporteur, et il ne rapporte que ce qu'on lui demande de rapporter. Il est vraiment inutile de le commenter. Restez avec nous, M. Gilali. Saïd Aknin, toujours au sujet de M. Ali Haddad. Bon, ce n'est un secret pour personne que nos grands capitaines d'industrie, comme ils s'appellent eux-mêmes, dans un pays où il n'y a pas d'industrie, où dans le meilleur des cas, il y a des industries d'assemblage de ce qui nous ramène. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent, dont Ali Benouari lui-même, que parfois, ça coûterait moins cher d'importer en l'état le produit que de l'assembler ici, tellement qu'il y a des surcoûts et de l'incompétence. Mais donc, ces gens-là qui se disent capitaines d'industrie, tout le monde sait que le principal de leur activité est d'expatrier des devises, d'exfiltrer l'argent qu'ils prennent au trésor public et au peuple algérien. Ils sont riches, pour certains d'entre eux, en milliards de dollars à l'étranger, où ils possèdent des hôtels de luxe, des entreprises. Ils ne s'en cachent plus d'ailleurs, hein, tout le monde connaît l'état de leur fortune. Est-ce que vous pensez que le phénomène inverse pourrait se produire? Ça veut dire qu'ils pourraient investir cet argent qu'ils ont volé aux Algériens, l'investir en Algérie? Il est fort probable. Seulement que, c'est quoi ces fortunes? Dans les années 90, il y avait les fortunes de sang. Aujourd'hui, il y a les fortunes de la dilapidation des biens du peuple et de la richesse du peuple. Ils sont créés, nourris, stimulés, construits par le système. Ils ne peuvent pas mordre la main qui les a nourris. Ils ne peuvent pas demain redevenir, ajoutant à cela, cette construction artificielle du leadership économique, cette construction artificielle du leadership culturel, du leadership politique. Ce sont des constructions artificielles pour bloquer les initiatives du peuple, pour bloquer les initiatives populaires. Obéissent à une seule logique, c'est le maintien du système. Aujourd'hui, la première crise, c'est la crise de légitimité. Au pays, il y a un système qui s'en sert comme il souhaite, des institutions. Et d'ailleurs, dans il y a une blague populaire qui dit que toutes les mafias, dans tous les États, il y a des mafias. En Algérie, il y a une mafia qui a un État. Oui. Entre guillemets, c'est un peu osé, mais je n'irai pas jusque-là. C'est pour ça qu'on dit mafiocratie. Exactement, mafiocratie, voyocratie. On peut utiliser tous les adjectifs qui inhérents à la destruction au statu quo et à l'absence de légitimité. Ça leur colle à la peau. Il avait déclaré ça, mais est-ce qu'il y aurait... Bon, réellement, il a déclaré ça. Je pense que le journaliste qui l'a interviewé avait du boulot pour d'abord franciser cette interview, si c'était réellement lui qui l'avait faite. Je pense qu'il est plus à rigoler, c'est comme Cherche Msou dans un autre registre, celui-là c'est dans le registre économique. C'est plus pour rigoler que de lancer des perspectives d'ici 30 ans, 40 ans, soyons un peu sérieux. Il n'a jamais écrit, il ne pourra jamais écrire et il ne pourra jamais répondre à une telle interview. M. Benouari vient d'avancer un certain nombre de contre-argumentaires auxquels je souscris en grande majorité, bien que la règle de 49-51 n'ont pas simplement, on ne va pas simplement remettre en question un certain nombre de secteurs stratégiques, mais la souveraineté nationale aujourd'hui, elle est compromise, faute de ce système qui est prêt à vendre, y compris le peuple, comme ils l'ont fait. Ils ont voulu même changer le peuple. Ils ont été chercher des médecins cubains pour faire face à la grève des médecins. Regardez l'état de déliquescence mentale auquel ils sont arrivés dans les années 90. Ils ont voulu assassiner le peuple. Maintenant, ils ont voulu changer le peuple. Et là, c'est pour vous dire leur état d'esprit. Aujourd'hui, on est dans une situation qui n'est pas facile,
qui n'est pas facile pour les enfants du peuple, pour un Algérien lambda. Aujourd'hui, ils ont vu en face que ce peuple n'est pas méprisable, ni sur le plan de l'histoire, ni sur le plan de la mémoire, ni sur le plan du génie. Ce peuple n'est pas méprisable sur le plan du génie. Ce peuple n'est pas méprisable sur le plan du rôle de l'histoire. Ce peuple n'est pas méprisable sur le plan d'initiative et de prise d'initiative. Ce peuple n'est pas méprisable sur le plan de langage. Ce peuple n'est pas méprisable sur le plan de légitimité. Il est en train de le prouver chaque jour. Ils ont peur à ce qu'il y ait une implosion. Mais ça va venir, Jamel Din. Ce n'est pas ce que je souhaite pour le peuple algérien. Je souhaite à ce qu'ils aient enfin le courage d'y aller à une table et de dire « Voici, nous avons fauté, on va y aller vers la destitution de toutes les institutions, parce qu'une élection présidentielle, quels que soient les candidats, ne va pas régler le problème, quelle que soit l'instance indépendante ou pas indépendante qui vont élire ou qui vont choisir, ça ne va pas régler le problème, d'autant plus aujourd'hui ceux qui se disent qu'ils sont des capitaines d'industrie. Les capitaines d'industrie, d'assemblage et de mise et du conditionnement, c'est ça un capitaine d'industrie. Un capitaine d'industrie, c'est celui qui transforme la boue en or. Un capitaine d'industrie, c'est celui qui valorise les richesses locales. C'est celui qui puisse hisser le niveau industriel national au niveau de l'exportation. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui dans la majorité des cas? Quand il dit l'Algérie est prête à mobiliser toutes ses forces vives, est-ce qu'il parle de l'argent qu'ils ont pris aux Algériens, qui sont prêts à investir, ou est-ce qu'il parle d'une nouvelle organisation où les capitaines d'industrie seraient les maîtres du pays, le nouveau parti FLN, quoi, la nouvelle oligarchie? Mais bien sûr, il y avait un glissement de pouvoir occulte. Bien qu'il y avait un glissement de pouvoir occulte. L'argent sale, aujourd'hui, occupe une partie prépondérante dans le pouvoir. Et ça, c'est très inquiétant pour le pays. Et ceux qui ont subtilisé l'argent au peuple, ils l'ont transféré. Je pense qu'il y a même de l'argent qui est caché. J'ai lu, me semble-t-il, une interview de M. Benouari, et je le remercie pour le courage qu'il y a eu pour avancer des montants exorbitants qui sont cachés à l'étranger, de l'ordre de 250 milliards de dollars ou de 400 milliards qui sont cachés à l'étranger. Et cet argent-là, c'est justement le prochain instrument de privatisation du pouvoir. C'est-à-dire l'Algérie ira vers un système de privatisation où ces soi-disant capitaines d'industrie vont revenir avec leur argent et ils vont faire chanter ceux qui tiennent le pouvoir, ceux qui... on va leur vendre le pays, quoi, avec notre argent. Avec notre argent. Restez avec nous, on va faire un dernier tour de micro. Ali Benouari, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir d'ici 2019, les échéances présidentielle, est-ce que vous allez laisser faire, vous qui êtes en train de vous organiser? Je parle de vous, de Soufiane Djilali, mais pas seulement, de toutes ces forces latentes, mais qui sont là, qui sont en train d'agir. Les Bouchachi, Karim Tabouf, Fodel Boumala, Hassan Harash, Amira Bouraoui, Hassan Loussif, Saïd Aknini ici avec moi, ces Algériens par milliers qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont en train de s'activer. Et je m'excuse de ne pas citer tout le monde, mais ils sont là, qui ne demandent qu'à entrer dans la scène politique pour essayer d'apporter le changement. Est-ce que vous comptez faire avec cette synergie qui est là, qui attend, ce potentiel de synergie qui attend là de se réaliser, ou est-ce que vous avez un autre plan? Il y a beaucoup de questions en une. Oui. Il faut voir que la situation n'est pas normale. Si nous étions dans une situation normale, on descendrait dans la rue et je ne donne pas une semaine au pouvoir avant qu'il ne détale. Mais nous sommes dans une situation où tout le monde a peur, légitimement peur qu'il y ait de la violence qui sera exploitée par des forces extérieures pour réduire l'Algérie à l'état de cendre. C'est parce que nous avons une très haute conscience de notre responsabilité que nous en sommes réduits à alerter, élever le niveau de conscience des gens, informer les gens de tous les enjeux qui les concernent, sans exclure bien entendu le dialogue entre nous, entre les forces d'opposition, je parle d'opposition véritable, pour voir ce que nous pouvons faire.
En plus de cela, en plus de ce que je viens de vous dire, parce que la situation, le pourrissement de la situation, comme disait très bien Saïd Aknin, va aller en s'aggravant, il est possible qu'il y ait des dérapages. Si toutes les forces qui revendiquent font jonction, il est possible qu'on arrive à une situation de dérapage. Le rôle de l'opposition est de se préparer à ce jour-là. Nous avons lancé, et Sofiane Djilali est l'un des auteurs de la plateforme de Zeralda, je lui en fais gré, et c'est un instrument magnifique. L'opposition a pu se réunir, discuter de l'essentiel, je dirais de l'essentiel, proposer au pouvoir les moyens d'entamer un dialogue destiné à aller vers une transition pacifique, et notamment par la désignation, la mise sur pied d'une instance indépendante chargée des élections. Et alors là, tout devient possible. Et chacun ira présenter son programme, son candidat, son parti, etc. Pouvons-nous faire plus que cela? Aujourd'hui, il me semble manifeste que l'opposition devrait se réunir de nouveau pour aborder tous les points, les problèmes qui se posent, se concerter, échanger des idées. Voilà. On ne peut pas faire plus que ça. Restez avec nous, je vais faire un dernier tour de micro. Il reste environ 3 minutes à chacun de nos 2 autres invités. Sofiane Djilali, même question. Quelles sont les perspectives pour l'opposition dont vous êtes? Écoutez, autant c'est Ali Benouari que Saïd Aknin qui viennent tous les deux de parler, à qui j'adresse mes amitiés. Depuis le temps qu'on intervient ensemble chez vous, M. Benchenouf, ou ailleurs, il est évident qu'aujourd'hui, l'Algérie a besoin que les véritables opposants au système puissent se rencontrer et construire quelque chose. Le temps presse, il ne s'agit plus de simples paroles, mais il faut passer par des actes. Nous avions commencé ou tenté de le faire dès le 10 mars à l'occasion du 7e anniversaire où beaucoup d'opposants étaient là. Après avoir proposé qu'on se réunisse pour dégager un candidat unique face au pouvoir, il est évident qu'au moins l'opposition du pouvoir, celle qui appartient au système, non seulement refuse, mais fera tout pour casser l'idée. Mais c'est à l'opposition au système de retrousser les manches. Adil Jadid, on est prêt à se mettre au service de la cause. Nous sommes déjà en contact avec un certain nombre de personnalités et je pense que vraiment cette conscience dont parlait tout à l'heure Saïd Aknin et Ali Benouari, cette conscience algérienne qui commence à affleurer devra pousser forcément vers une issue. Car le système en lui-même est condamné, qu'il dure 1 mois, 6 mois, 1 année ou 2 années, de toute façon, il y aura une fin. Il faut que les Algériens reprennent leur souveraineté et leur destin en main. C'est faisable, c'est possible. Et c'est maintenant que cela doit se faire. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Sofiane Djilali, Saïd Akni, vous allez avoir le mot de la fin. Même question. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est Jamel Din. Je suis ému. La situation du pays, de notre patrie, celle qui nous a vu naître, est vraiment en danger. Nous risquons la dislocation, la disparition. Les enfants du peuple, les jeunes, les vieux, les retraités, les enfants, risquent de périr. On peut tout... On perd le matériel, on peut l'avoir ailleurs. Mais des vies humaines, on ne peut pas en avoir. C'est ça le grand risque aujourd'hui de l'Algérie. Parce qu'au-delà de ce mot, c'est une patrie, une histoire, une mémoire. Pour cette raison, je lance un appel à tous les Algériens et les Algériennes. Femmes, hommes, enfants, retraités, salariés, cadres, hauts cadres, y compris ceux qui sont dans les institutions, y compris l'institution militaire, et qui sont des vrais patriotes et qui vont du bien pour l'Algérie, de dépasser nos égos, de dépasser nos querelles inutiles, de dépasser nos intérêts personnels, de nous dépasser nous-mêmes
et de nous atteler à l'essentiel pour sauver cette patrie, ce pays, de sauver ce que nous ont légué les shuhada auxquels certains font référence pour anesthésier le peuple, mais auxquels on fait référence, nous, pour les honorer, pour continuer dans leur chemin et non pas les trahir. Peuple algérien, hommes, femmes, enfants, jeunes, vous êtes nobles, vous êtes dignes, vous êtes la fierté, vous étiez la fierté du monde qui luttait contre la colonisation et pour les indépendances. Vous avez le courage, vous avez les capacités, vous avez les initiatives, vous avez de l'espoir. Vous pouvez aujourd'hui le prouver encore. Mais il y a une seule condition, c'est l'amour de cette patrie. Rien que l'amour de cette patrie. C'est de se dépasser et laisser nos égos et nos querelles inutiles ailleurs et de penser à l'Algérie. Merci Saïd Aknin pour ce vibrant appel. Personnellement, j'espère que tous ceux à qui vous avez fait appel, c'est-à-dire à tous les Algériens, y compris les femmes, je vous remercie d'y avoir fait référence, vous rejoindront, vous, Sofiane Djilali, Ali Benouari et tous les autres qui sont en train de se battre. Et j'espère que l'Algérie sera sauvée. Ma mère est une femme et à travers elle, toutes les femmes sont braves. Bravo, Saïd Aknin. Merci à vous, merci à Ali Benouari, merci à Sofiane Djilali, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Barakallahu fikum, bqaw ala khair, salama.